Les Français n'ont quitté leur pays que pour conquérir le nôtre. Mais je suis l'épine que Dieu leur a placée dans l'œil et je les jetterai à la mer. Abdelkader. « 2000 ans d'histoire. Lorsqu'il y a 180 ans, le 14 juin 1830, l'armée française du général de Bourmont débarquait dans la baie de Sidi Ferruche en Algérie. Ce n'était pas pour la coloniser, mais pour venger un affront, ce fameux coup d'éventail que le Dey d'Alger avait donné au consul de France 3 ans plus tôt. Personne n'imaginait que cette expédition marquait le début de 130 ans de présence française en Afrique du Nord. Personne ne pensait non plus qu'en Algérie, l'armée française se heurterait à une telle résistance des Arabes et des Berbères qu'ils l'ont tenue en échec pendant plus de 15 ans. Jusqu'à la reddition de celui qui, plus d'un siècle avant l'indépendance de son pays, fut le premier à incarner la résistance algérienne et qui se rendait au général de la Mauricière le 23 décembre 1847. Ouvrez le banc! Moi, Abdelkader, combattant au nom de l'islam, prince des croyants et serviteur des musulmans, j'ai attendu l'heure fixée par Allah. Mon étoile s'est éteinte dans le ciel d'Afrique. Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, ne m'a pas accordé la victoire. Il a voulu que les Français s'emparent de ces terres et j'obéis à sa volonté. Yves Lacoste, bonjour. Bonjour. C'était la fin d'une guerre dont on parle beaucoup moins souvent que la guerre d'Algérie du XXe siècle. C'était celle qui, en 1830, celle qui commençait en 1830 et par laquelle commençait la colonisation de l'Algérie. Vous en parlez dans votre dernier livre, La question postcoloniale, qui vient de paraître chez Fayard. Et vous y rappelez que, contrairement à une idée reçue, et la conquête de l'Algérie par la France a été une entreprise très longue, difficile et meurtrière, à tel point d'ailleurs qu'elle a mobilisé beaucoup plus de soldats que n'importe quelle autre conquête coloniale, Yves Lacoste. Oui, certainement. Certainement. Presque la moitié de l'armée française, à certains moments, se trouve en Algérie. Et ce n'est pas du tout des troupes coloniales. Hein. Ce sont des soldats. Et l'état-major à Paris, devant les demandes de Bugeaud, s'inquiète de ce que, en façon, on ferait face à une crise éclatant en Europe. Hein. Et la guerre d'Algérie, comme vous le dites, c'est la plus longue, la plus difficile, mais ce qui est tout à fait... La première guerre d'Algérie. Hein. La première guerre d'Algérie, celle dont on va parler, hein. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne démarre pas du tout avec un projet de conquête. Car ce projet de conquête, si jamais il existait dans l'esprit de certains, c'est des terres qui n'ont pas de richesse apparemment, et surtout, ça se heurte à l'opposition vraiment presque absolue de l'Angleterre. Alors, on va y revenir, mais il faut rappeler d'abord ce qu'est l'Algérie avant la conquête. Vous le faites longuement, Yves Lacoste, dans ce livre. Ce n'est pas d'ailleurs l'Algérie, elle ne s'appelle pas comme ça. C'est la régence d'Alger, c'est-à-dire en fait une colonie déjà, une province en tout cas de l'Empire ottoman, gouvernée par un Dey, le Dey d'Alger, par des janissaires également, et qui domine ce Turc, enfin le Dey d'Alger, ces janissaires, domine une population très variée. Il y a des Arabes, il y a des Berbères, il y a également des Juifs qui sont là depuis très longtemps, à tel point d'ailleurs que pendant longtemps, on dit que la nation algérienne n'existait pas. Non, elle n'avait pas de sens, parce que, à la différence du Maroc, qui se réfère depuis le 7e, 8e siècle à un grand empire, avec des empires qui se succèdent les uns aux autres, et là, il y a l'idée de Maroc, hein, pour le Maghreb central, on dira plus exactement aujourd'hui, ce sont des populations, des tribus, ceci n'a aucun caractère péjoratif, hein, c'est le cas aussi au Maroc, qui mènent des activités pastorales pour une part et agricoles, qui rivalisent
de valeurs guerrières les unes avec les autres, et qui, à l'égard de l'autorité ottomane, eh bien, essayent de se défiler le plus possible pour ne pas payer d'impôts. Donc, le Dey d'Alger passe accord avec certaines tribus, plus puissantes que d'autres, pour que celles-ci lèvent l'impôt sur d'autres qui n'ont pas réussi à se défiler. Alors le Dey d'Alger vivait aussi d'autres choses qui étaient bien connues, c'est-à-dire la piraterie en Méditerranée, la guerre de course, barbaresques qui pillaient jusque sur les côtes françaises ou italiennes, qui revenaient chargés de butin, chargés aussi d'esclaves. Et puis, alors c'est une activité qui avait décliné, et le Dey se trouve en difficulté à la fin des années 1820, parce que cette guerre des courses, elle n'existe plus, en tout cas elle ne rapporte plus beaucoup, et il se trouve en difficulté. C'est ce qui allait d'ailleurs provoquer l'incident qui a servi de prétexte à l'intervention française plus tard, c'est-à-dire ce fameux soufflet que donne le Dey d'Alger au consul de France à Alger, sous prétexte que la France n'avait pas remboursé une très vieille dette que le Dey lui avait accordée. Du temps de la Révolution. Oui, du temps de la Révolution. C'est un acte qu'on peut considérer comme amusant. Enfin, pour la France, ce coup d'éventail a une signification, on va dire géopolitique, extrêmement grave. Parce que la France, depuis 1815, n'est plus la très grande puissance. Les Anglais, qui règnent en Méditerranée, cherchent à la supplanter. En principe, le consul de France a primauté sur les autres consuls, puisqu'il est protecteur, en principe, des chrétiens. Et par conséquent, ce coup d'éventail est une très sale affaire pour le gouvernement français, qui, pour ne pas heurter les Anglais, n'envisage pas une intervention sur Alger, mais essaye de trouver différents moyens, différents subterfuges. D'ailleurs, la preuve que c'était qu'un prétexte et encore tardivement trouvé, c'est que c'est 3 ans après seulement qu'a lieu ce fameux débarquement. Il y a peut-être aussi une autre raison, Yves Lacoste, c'est qu'à ce moment-là, le roi de France, c'est Charles X, c'est la Restauration. Charles X est vraiment très impopulaire. D'ailleurs, il va tomber, sa couronne va tomber renversée en 1830, quelques semaines à peine après la conquête d'Alger. Et on dit souvent que cette conquête était destinée à restaurer un peu son prestige, à redorer son blason. Oui. Par une victoire qu'on pensait facile. Le commandant en chef de cette expédition, Bourmont, apprenant les menaces et la chute de Charles X, décide de rembarquer une partie du corps expéditionnaire pour revenir à Toulon et de la monter vers Paris pour rétablir la situation. Évidemment, ces officiers s'y opposent absolument. En tout cas, c'est ce fameux Bourmont qui, justement, sur ordre de Charles X, eh bien, embarque à Toulon et débarque à Sidi Ferruche, près d'Alger, le 14 juin 1830, il y a 180 ans. Oh, tu crois pas qu'on s'en fout? On est déjà marre. Et passe-quoi? Tu les vois, toi, les Turcs? Pas un poil de Turc. Rien. Je me demande ce que je suis venu foutre ici. Pour la prime, tiens, gros malin. Soldat Passebois, les Arabes doivent voir en toi un libérateur. Tu es un fils de la Révolution. Le monde a les yeux fixés sur toi. Debout, les gars! Vive le général de Bourmont! Vive le général! Messieurs, il faut enfoncer les lignes ennemies, prendre Staweli et marcher sur Alger. Ouais. Repérer un poste de commandement plus proche du centre de l'action. Bien, mon général. Et c'était donc le 14 juin 1830, le débarquement de l'armée française près d'Alger. Il a fallu d'ailleurs 3 semaines pour s'emparer d'Alger, qui est à quelques kilomètres à peine. C'était difficile dès le début, Yves Lacoste. Oui, parce que durant les 3 ans où les Français avaient dit qu'ils allaient tout de même faire quelque chose, débarquer, le Dey d'Alger avait lancé le djihad et fait appel aux tribus de Kabylie, sur lesquelles ils n'exerçaient guère de souveraineté, mais en leur prémotant des gratifications, le butin, la distribution de munitions, et puis de s'illustrer sur le plan religieux. Par conséquent, les tribus, une partie des tribus de Kabylie étaient descendues, et par conséquent, les Français se sont trouvés à faire face à forte partie. Finalement, les tribus kabyles, n'ayant pas été gratifiées comme elles l'escomptaient, les distributions de munitions n'étant pas faites, elles sont reparties.
Et le Dey aussi a quitté donc Alger. Alors le problème, c'est que Bourmont, qui vient de s'emparer de la ville, il ne sait pas très bien que faire, il reçoit plein d'instructions. Et pour cause, il apprend qu'à Paris, Charles X est tombé, il est remplacé par Louis-Philippe. Alors Louis-Philippe accepte ce qu'il appelle le legs onéreux de la Restauration, c'est-à-dire l'Algérie, mais il ne sait pas du tout qu'en faire. En fait, il n'y a pas de politique en Algérie à partir de ce moment-là, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Oui, mais surtout Louis-Philippe, qui est un roi issu d'une révolution, donc c'est tout à fait contraire aux règles de la Sainte Alliance qui s'était établie en Europe après la chute de Napoléon, ne veut surtout pas faire quelque chose qui mécontente les Anglais. Hein. Par conséquent, il affirme bien que c'est une occupation seulement sur les côtes, seulement provisoire, et évidemment, sur place, les généraux, eux, on les laisse se débrouiller comme ils peuvent. Et ces généraux n'ont guère de contact entre eux parce que Alger est entouré de la plaine d'Al-Mitidja. À la rigueur, on va y faire quelques incursions, mais Oran est complètement séparé, on ne peut l'atteindre que par la mer. La même chose pour l'Est algérien. Par conséquent, il y a une situation absolument d'impréparation. Et qui a duré donc ainsi plusieurs années, qui était fonction un peu des différents généraux nommés gouverneurs ou nommés généraux en poste dans les différentes régions de l'Algérie, dont la France occupe 3 ports, et d'ailleurs dresse contre elle à ce moment-là la résistance incarnée à partir de 1832 par un jeune chef de guerre de 24 ans, l'émir Abdelkader, qui proclame lui aussi la guerre sainte contre les Français. Nous occupons les ports d'Alger, de Beaune et d'Oran. Au départ, nous avions l'intention de nous contenter de l'occupation de cette façade maritime, comme les Turcs. Abdelkader a brandi contre nous le drapeau de la guerre sainte. Il a juré de nous jeter à la mer. Il nous impose une guerre cruelle et sans merci à travers tout le pays. Après tout, c'est nous qui envahissons son territoire. Nous avons affaire à des fanatiques religieux. Et il nous faut y soumettre. Sinon, ils nous chasseront et les Anglais prendront notre place. Le problème est que le gouvernement à Paris ne sait pas ce qu'il veut. Déjà 10 gouverneurs généraux différents en 6 ans, 10. Et nous n'avons pas assez d'hommes pour en finir une bonne fois. Bugeaud arrive à Oran la semaine prochaine avec pour mission de rechercher la paix avec Abdelkader. Et c'est une marche, le père Bugeaud, donc en l'honneur de ce général très célèbre depuis longtemps, tristement célèbre aussi, il faut bien le dire. Hein, c'est lui qui avait écrasé une révolte à Paris en c'est un massacreur. C'est un massacreur. Paris, et alors Bugeaud chargé de négocier. Il faut le rappeler, vous le rappelez, Yves Lacoste, au début, on songe aussi, après avoir occupé les ports, on ne sait pas très bien que faire, à négocier. Il y a eu déjà un traité signé avec Abdelkader par le général Desmichel. En fait, au début, on se dit, on va faire un peu comme les Anglais, c'est-à-dire qu'on va laisser le pouvoir aux chefs locaux. Vous avez tout à fait raison. L'idée de s'entendre avec des chefs indigènes est absolument prépondérante à l'époque. C'est comme ça que c'est fait, tant par les Français que par les Anglais, la conquête de l'Inde, qui vient pour les Français à peine de tourner court. Bon, Abdelkader est le chef d'une confrérie, la Quadrilla, qui est une très puissante confrérie, mais ce n'est pas la seule. Et il y a d'autres confréries rivales de la Quadrilla en Algérie, et les Français vont penser qu'il est utile de passer accord avec Abdelkader. C'est le traité Desmichel, où il est reconnu par les Français, chose absolument capitale, émir et commandeur de Proyans, ce titre auquel il n'avait pas eu l'idée de s'arroger jusque-là. On lui fournit 3000 fusils, des canons, pour qu'il puisse s'imposer au nom, non pas de la France, mais sur d'autres tribus opposées à la France. Et cela essentiellement dans l'ouest de l'Algérie, dans la région qui est la sienne, c'est autour d'Oran. Desmichel est remplacé par un autre général qui ne comprend pas la stratégie qui commence à s'esquisser, engage les hostilités avec Abdelkader, les battus. Finalement, on va envoyer Bugeaud, qui s'intéresse à l'époque pas du tout à l'Algérie, qui va signer en 1837 un nouvel accord, nouvelle livraison de fusils, nouvelle livraison d'armes, et nouvelle reconnaissance bien officielle des titres d'émir et de commandeur des croyants. Oui, alors cela dit, voilà qu'en 1939, sous prétexte qu'il y a une